Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Les consoles de nouvelle génération sont évidemment sorties, que ce soit la PlayStation 5 ou la Xbox Series X, si vous arrivez à en acheter une en tout cas. Et un des gros arguments de vente de ces deux consoles, c'est le fait qu'ils sont passés à des SSD. Et même pas n'importe quoi comme SSD, ces deux consoles sont passées à des SSD haute performance NVMe. Et même dans le cas de la PlayStation 5, ils utilisent des technologies de compression pour aller encore plus haut niveau vitesse. Du coup, c'est fort probable que les jeux AAA, en tout cas des prochaines années, vont commencer à utiliser de plus en plus ces SSD. Et donc, on pourrait se poser la question, est-ce que ça vaut la peine maintenant de passer à des SSD NVMe? Eh bien, on va tester un de ces SSD. C'est un FireCuda 520 de chez Seagate. Donc oui, pour ceux qui se demandent, Seagate se lance dans le marché du SSD après les disques durs. C'est un SSD du coup NVMe PCI Express 4.0 capable d'atteindre les 5 Go à la seconde. Il existe évidemment en différentes capacités, mais ici le modèle qu'on va tester est un modèle 2 Tera. Ça va être très intéressant parce que le modèle 2 Tera a plus de puces mémoire dessus. Donc c'est celui qui est parfaitement capable d'atteindre les vitesses les plus hautes possibles. Cet exemplaire d'ailleurs de test est fourni par Seagate, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée par eux, je tiens à le préciser. Ok, petit tour physique du SSD. Bon, il n'y a pas grand chose à voir en réalité. Vous avez un slot M.2 d'un côté, vous avez de l'autre côté l'endroit où vous mettez le vis pour le maintenir dans votre PC ou votre ordinateur portable même. Vous voyez d'ailleurs très facilement les puces mémoire. Il y en a 4 de 512 Go qui sont massives. Genre ce SSD est vraiment lourd alors qu'il est tout petit. Le contrôleur utilisé dessus d'ailleurs, on ne le voit pas, il est sous le stickers. C'est le même utilisé que tous les autres SSD NVMe PCI Express 4.0 qui sont sortis pour le moment. Donc que ce soit le Sabrent, le Corsair, MP600, c'est exactement le même contrôleur pour ceux qui se demandent. Toutefois, la mémoire utilisée ici est de la Toshiba en TLC, donc c'est 3 bits de données par cellule. Et du coup, ça c'est vraiment pas mal, donc pas de QLC. Et aussi, vous avez un cache de RAM intégré justement au SSD. Donc, niveau performance, il devrait être nickel. Et aussi, ces performances devraient rester consistantes dans la durée. Et dernier truc physiquement que vous pouvez voir, il n'y a pas de refroidissement inclus avec le SSD. Ce n'est pas forcément hyper grave vu que la plupart des cartes mères ont toujours un refroidissement maintenant que vous pouvez mettre directement sur le SSD. Mais je pense que vous devriez en tenir compte quand vous allez voir les performances. Et justement, comme on parle de performance, j'ai déjà quelques petits chiffres de performance que j'ai fait dans Crystal Disk. J'aurais pu vous montrer genre, oh, le FPS dans les jeux ou les temps de chargement, mais honnêtement, vous ne verriez pas beaucoup de différence. La plupart des jeux actuels, dès que vous passez un SSD, même SATA, vous avez déjà des très bonnes performances. Tout ce que vous pouvez accélérer, c'est peut-être le chargement de Windows avec un SSD NVMe. Donc ici, c'est vraiment une affaire de se rendre future-proof, hein, d'avoir quelque chose, un PC qui durera plus longtemps dans le temps, notamment avec des jeux AAA qui requerront de plus en plus ces SSD NVMe. Mais pour le moment, c'est pas là qu'on voit vraiment les différences de performance. Donc là, j'utilise Crystal Disk Mark pour justement vous montrer la différence de performance de ce SSD par rapport à d'autres. Donc je vous l'affiche à l'écran. Voici les chiffres que j'ai eu avec Crystal Disk Mark. C'est le benchmark par défaut d'ailleurs, pas forcément celui optimisé pour les SSD NVMe. Donc comme vous pouvez voir, il atteint pratiquement les 5 Go à la seconde, donc 4943 MO à la seconde en lecture ici et 4200 en écriture. C'est évidemment un résultat très bon. Je veux dire, c'est largement au-dessus de la plupart des SSD NVMe qui sont bien souvent limités à 3 Go à la seconde vu qu'ils utilisent encore du PCI Express 3.0. Et c'est évidemment 10 fois plus rapide qu'un SSD SATA qui lui est limité à 500 MO à la seconde. Donc ouais, très rapide, il n'y a aucun problème là-dessus. Les autres tests d'ailleurs étaient plutôt bons. Au niveau IOPS aussi, pour ceux qui se demandent, le SSD est plutôt bon, donc ça, no problemo. C'est au final des performances assez consistantes par rapport à ce qu'on avait vu avec les autres SSD PCI Express 4.0 qui utilisent le même contrôleur. C'est logique, c'est le même contrôleur. Pour information, le contrôleur, c'est un mini processeur sur le SSD qui littéralement gère tous les données. Donc si vous lui dites hey, stocke ce fichier, c'est lui qui va essayer de répartir au mieux ces données sur les puces de mémoire pour optimiser les performances, mais aussi optimiser la durée de vie du SSD. Donc c'est évidemment un rôle très important. Mais comme c'est le même sur les différents SSD PCI Express 4.0 déjà sortis, les performances sont similaires. Il est un peu plus performant que les autres SSD quand même qui sont sortis, donc ça c'est plutôt sympathique. Mais la différence n'est pas non plus incroyable. Maintenant,
un truc que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de radiateur sur ce SSD. Donc, je me suis amusé à le tester sans radiateur. Et puis après, je l'ai testé avec le radiateur de la carte mère que j'utilise. Ici, c'est la X570 pour information Dark Hero de Asus, avec un Ryzen 5950X. Donc, parfaitement capable de tester évidemment un SSD PCI Express 4.0, vu qu'il y a des lignes PCI Express 4.0 avec ce processeur. Et du coup, en mettant le refroidissement inclus de la carte mère, j'ai réussi à avoir franchement de bien meilleures performances. Et ça se voit surtout au niveau de la température. Pour information, avec un seul test de Crystal Dismark, le SSD sans radiateur montait à plus de 80 degrés. Ce qui est un petit peu, c'est un peu toasté, surtout que ma table de bench est ouverte. Donc c'est pas dans un boîtier fermé avec une carte graphique à côté qui output pas mal de chaleur ou autre chose. Donc ouais, ça pourrait être bien pire dans un jeu notamment ou autre chose. Et en mettant du coup le radiateur, là par contre on est redescendu à 60 degrés après un test. Mais le truc que vous regardez, vous pouvez voir le plus surtout, c'est que les performances sont beaucoup plus consistantes avec le radiateur. Vraiment beaucoup plus consistantes. Notamment le premier test a réussi à passer la barre des 5 Go à la seconde, donc c'est plutôt cool. Mais surtout le second test qui est fait du coup dans Crystal Dismark, la deuxième ligne. Comme vous pouvez voir, les performances sont largement supérieures. Vous allez me dire, mais pourquoi une telle différence? Tout simplement parce que le problème, c'est que comme le SSD chauffe sans radiateur, le premier test, ça va. Il arrive à maintenir ses performances, mais il chauffe, il chauffe, il chauffe. Et puis, quand il passe au test d'après, il a trop chauffé et du coup, il se bride au niveau performance. Comme n'importe quel PC portable, quand le CPU est trop chaud, il bride les performances. Et c'est ce qui est arrivé justement à ce niveau-là. Donc, si vous mettez un radiateur, ça règle le problème littéralement. Là, vous voyez que les performances sont très bonnes. Donc, ouais, mettez un radiateur sur ce SSD si vous comptez l'acheter. C'est obligatoire. Maintenant, un dernier truc que je voulais parler, le plus important, c'est le prix. Donc, voici le prix de ce FireCuda 520. Donc, ça, c'est le modèle 1 Tera que je montre ici au niveau prix parce que le modèle 2 Tera est plus compliqué à trouver en ligne. Donc, tenez compte que tous les modèles que je vais vous montrer de SSD, c'est les 1 Tera. Hein. Donc ici, il coûte 230 € au moins cher sur Amazon. Il est à 320 € pour je ne sais quelle raison sur TopHA LDLC qui ont... Je ne sais pas ce qu'ils ont pris comme drogue, donc ne l'achetez pas chez TopHA LDLC. Ce n'est pas normal comme prix. Prenez le choix Amazon ou Alternate à la limite, mais c'est juste... C'est n'importe quoi comme prix. Et pour comparer à d'autres SSD similaires, vous avez notamment le Sebrun Rocket, qui est un PCI Express 4.0 aussi, et lui est vendu 189 €, sans refroidissement aussi. Donc c'est beaucoup moins cher, c'est 40 € moins cher quand même. Et vous avez aussi le MP600 de Corsair qui lui est vendu 200 € avec refroidissement. Et du coup, est-ce qu'il y a une différence entre ces différents SSD en plus du prix? Pas énormément, les performances restent similaires quand même. Le FireCuda est devant les autres, mais il est très similaire quand même. La garantie est la même, avec notamment le Corsair garantie aussi 5 ans, donc là il n'y a pas vraiment de différence. Toutefois, le Seagate a quand même un plan de rescue Seagate inclus, donc ça veut dire si vous avez un problème, il vous récupère les données dessus. Il faut voir la limite, évidemment, il me semble que c'est limité à la durée de garantie, même peut-être un peu plus. C'est pas forcément le truc le plus utile pour tout le monde, mais il y a ça en plus pour ceux qui sont intéressés. Mais pour le reste, c'est très similaire. Seagate indique toutefois que ce SSD a une durée de vie plus importante que les autres, mais ça, le problème, honnêtement, c'est que ils peuvent mettre ce qu'ils veulent sur la boîte, y compris leurs concurrents peuvent mettre ce qu'ils veulent sur la boîte. Ça ne veut pas dire grand-chose. Certains SSD vont mourir plus vite, d'autres vont mourir un petit peu moins vite. Les SSD ont toutefois quand même une très bonne durée de vie, quoi qu'il arrive, donc je ne me préoccuperai pas vraiment, surtout si vous prenez le modèle 1 Tera, il aura une meilleure durée de vie. Donc, yep, pas une énorme différence non plus ici par rapport à la concurrence. Donc, au final, ça se résume au prix. Et le truc, c'est que pour 40 € plus cher que le Sebrun, vous n'avez pas grand-chose en plus. Pour 30 € plus cher que le Corsair, vous perdez un radiateur qui est très important, comme vous avez pu le voir. Alors, éventuellement, si vous avez déjà un radiateur sur votre carte mère pour le SSD, donc c'est pas un problème ça. Mais si vous n'en avez pas, c'est un gros problème. Surtout que vous payez plus cher pour moins, justement, que le SSD Corsair. Donc ouais, je pense que Seagate y est presque. Ils ont une très bonne offre, un très bon SSD, franchement. Je suis pratiquement sûr que Seagate doit avoir une meilleure garantie que certaines autres marques même.
Mais le problème, c'est juste qu'ils sont un peu trop chers. Il faut vraiment qu'ils baissent le prix ici un petit peu ou qu'ils incluent un refroidissement avec ou quelque chose comme ça pour justifier l'augmentation de prix. Parce que sinon, ben, les gens vont juste s'orienter vers l'option la moins chère parce que honnêtement, ce sera presque similaire. Donc ouais. Il y a aussi un dernier truc, c'est what the fuck, c'est quoi ce prix sur LDLC Top Achat? Si vous regardez cette vidéo, Seagate, je vous conseillerais d'aller voir avec LDLC Top Achat parce qu'il y a un problème là, c'est pas normal. 100 € plus cher par rapport aux autres sites, c'est juste de la folie. Je ne sais pas ce qu'ils ont fumé. Il y a clairement un problème ici. Mais bon, bref. Du coup, en conclusion, c'est un bon SSD. Franchement, intéressant niveau performance, intéressant niveau durée de vie, indiqué par Seagate, même si évidemment il faut confirmer. Et puis ça permet d'être future-proof, mais juste, il y a le prix, vous pouvez trouver similaire pour moins cher. Pas incroyablement moins cher, mais quand même moins cher. Et vous devriez le faire, selon moi, parce que vous pouvez mettre cet argent dans une meilleure carte mère ou un meilleur CPU. Et là, vous aurez plus de différence dans votre PC. Donc ouais. Du coup, merci à Seagate d'avoir fourni cet exemplaire de test. Ils ont dit qu'ils voulaient faire un petit concours d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec la chaîne. Donc c'est un concours que eux organisent. Donc si vous êtes intéressé d'en gagner un, leur concours n'est pas encore en ligne. Il sera en ligne plus tard sur Twitter. Donc je vous mettrai un lien dans le futur. Je vous le mettrai certainement dans le prochain Texama Show pour ceux intéressés. Mais voilà, si vous voulez gagner ce SSD de 2 Tera, vous pouvez suivre ce lien. Et c'est Seagate qui gère tout. Donc voilà, pour ceux intéressés. Mais comme je le dis, c'est à part ça. C'est pas moi qui gère. Et comme j'ai dit aussi en début de vidéo, ce n'est pas sponsorisé par Seagate. Je veux dire, si Seagate avait sponsorisé cette vidéo et que je leur disais littéralement d'aller acheter le SSD de Sebron, je pense pas qu'ils seraient très contents. Donc ouais, bref. Donc, voilà. Bonne offre Seagate, mais juste, ouais, adaptez les prix et là vous serez bien par rapport à la concurrence. Du coup, merci à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et si vous voulez voir plus de vidéos sur des SSD et tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Peut-être que je pourrais faire un test de boot de Windows et de lancement de jeux vidéo, voir s'il y a une grosse différence pour ceux qui sont intéressés. Donc ouais, ciao ciao!